Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je voudrais vous donner mes meilleurs conseils pour vous préparer à votre accouchement. Ce qu'on veut dire par là, c'est passer une bonne grossesse et être prête le jour de l'accouchement. J'ai listé 7 conseils qui me semblent hyper importants à aborder aujourd'hui, qui sont des conseils que vous avez à mon avis pas entendus hyper souvent, mais qui valent le coup d'oreille en tout cas. Le premier conseil que je voudrais vous donner, c'est de ne pas donner votre réelle date de terme à votre entourage. Par exemple, on vous dit vous allez accoucher au 1er janvier, quand on vous fait l'échographie de datation, tout ça. Bon, il faut bien avoir en tête que l'échographie de datation, ce n'est qu'une estimation et que le pourcentage de bébés qui naissent effectivement le jour de leur date de terme, c'est aux alentours de 4-5%, donc c'est vraiment pas beaucoup. Il y a certains bébés qui arrivent avant, mais il y a quand même beaucoup de bébés qui arrivent après cette estimation, cette DPA, date prévue d'accouchement. Et il y a plein de bébés qui aimeraient bien être, d'ailleurs même après 42 SA, qui est la limite qu'on autorise en France. Je vous invite à écouter mon podcast L'ovaire du décor et notamment l'épisode sur la date de terme. J'explique plein de choses hyper intéressantes dans cet épisode-là. Donc écoutez-le, c'est gratuit sur Spotify, Deezer, Apple Podcast. Bref. Le fait est que vous êtes enceinte, on vous dit votre date de terme c'est le 1er janvier, ne dites pas le 1er janvier à votre famille ou à vos amis. Pourquoi ? Parce que quand on arrive en fin de grossesse, on peut commencer à être stressé, on peut trouver le temps long. On peut se dire, oh là là, pourquoi mon bébé il n'est pas encore né ? On m'avait dit à partir de 37 SA, le bébé il peut naître, 38, 39, pourquoi moi j'en suis à 40, là il n'y a rien qui se passe, j'ai rien, j'ai pas la moindre mini contraction, j'ai aucun signe de début de travail, j'ai pas envie qu'on me déclenche, j'ai peur. Et ça, c'est ce qui se passe dans votre tête. Imaginez si vous avez en plus des messages tous les jours de gens qui sont très bienveillants, hein, c'est pas du tout méchant qu'ils fassent ça, mais des gens qui vous disent « Alors, c'est pour quand ? Alors, est-ce que tu commences à avoir des contractions ? Alors, est-ce que le bébé il est né ? Alors, t'en es où ? Alors, comment ça va ? » etc. J'ai été cette amie, avant de m'éduquer sur tous ces sujets, à demander à mes copines « Alors, t'en es où ? » Genre, mais tous les jours ou tous les 2 jours, parce que j'étais très excitée pour elles, c'était pas de la malveillance de ma part, mais je leur rajoutais de la pression. Moi, quand j'étais enceinte de ma première, j'avais une peur, mais une trouille du déclenchement. Et en fait, j'avais pas envie que les gens me parlent en fin de grossesse de ça et de me dire « Alors, t'en es où ? Quand est-ce que ça vient ? C'était quand déjà ta date de terme ?» Trop de pression. Mon conseil, si à l'échographie de datation, votre médecin, quelqu'un, une sage-femme vous dit 1er janvier, votre bébé il va accoucher. La date que vous annoncez à votre entourage, c'est entre le 10 et le 15 janvier. Vous ajoutez 10-15 jours pour vous offrir un tout petit peu d'air. Et après, si ça se trouve, le bébé, il arrivera bien avant. Et si ça se trouve, le bébé, il arrivera effectivement 10 jours après la date de terme. Mais au moins, vous aurez économisé 10-15 jours de grosse pression. Et ça, on se rend pas compte, mais ça peut avoir un impact énorme en fait sur comment on vit notre grossesse, notre fin de grossesse qui peut être très éprouvante, on peut être crevé, on peut avoir mal partout, on peut être stressé si on a décidé d'accoucher dans le système et qu'il y a déjà plein de gens qui nous disent « Ah c'est marrant, ce serait bien qu'on vous déclenche ». Si en plus il y a du monde qui vous dit « Mais où est-ce que t'en es ?» Trop de stress. Et le stress, ce n'est pas bon ni pour la grossesse ni pour l'accouchement. C'est pareil, j'ai fait des épisodes de mon podcast où j'en parle, vous pouvez aller écouter. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais refaire une vidéo sur cette plateforme, sur ce sujet, sur le stress, l'accouchement, etc. Dites-moi en commentaire. Mon deuxième conseil pour vous préparer au mieux à votre accouchement pendant votre grossesse, c'est de vous éduquer. Ça, j'en parle hyper souvent, si vous me connaissez un petit peu sur les réseaux sociaux ou si vous écoutez un peu mon podcast. Le savoir, c'est le pouvoir. Je sais que on n'est pas trop sociabilisé comme ça, déjà en tant que femme, mais en plus en tant que personne enceinte et encore plus quand il s'agit de faire référence au système médical, à un médecin, etc. On nous dit « fais confiance aux médecins ». C'est les médecins qui savent, toi, peu importe, tu suis ce qu'on te dit. Ça, c'est pas très sain en vérité. Ça ne permet pas de faire des choix éclairés, et on va s'en reparler de ça juste après. Ça permet pas de comprendre ce qui se passe dans le corps, ça permet pas de comprendre quelles sont nos réelles options, nos réels choix. Donc il faut s'éduquer pendant la grossesse. S'éduquer pendant la grossesse, ça veut dire lire des livres qui nous font comprendre ce qui se passe. Et quelque chose que je dis pas très souvent, c'est que il faut faire attention à ces lectures. Par exemple, lire Laurence Pernou, donc je sais plus ce que c'est, elle a bien vivre sa grossesse ou je sais pas quoi, ça c'est pas un bon livre. Je devrais faire une vidéo d'ailleurs sur ce livre
J'avais l'édition 2017, moi, et puis je l'ai jetée parce que elle m'a tellement pourri ma grossesse et ma préparation mentale et tout que j'ai jeté ce livre, et pourtant je ne jette jamais de livre. Mais Laurence Pernoud, c'est pas un livre qu'il faut lire, pas du tout. Laurence Pernoud, elle se nourrit des vieux imaginaires de Freud, de tout ce que voudrait le système, que les femmes ne se parlent pas entre elles et tout, qu'on cloisonne complètement ce qu'on vit, qu'on ne s'adresse qu'au système médical. Enfin ça, ce sont des choses vraiment qui sont hyper néfastes. On s'en rend pas compte, mais c'est très néfaste. Et c'est pareil, on pourrait en faire toute une vidéo dédiée, dites-moi si ça vous intéresse. Le fait est qu'il faut s'éduquer. J'en parlais ce matin dans une consultation avec l'une d'entre vous. Et les 4 livres que j'ai envie de vous recommander pour vraiment vous éduquer, le premier s'appelle « L'accouchement est politique ». Ça peut faire peur comme ça, mais vraiment, c'est un livre qui est génial. Il est passionnant. C'est un essai, mais qui est très court, qui est très bien écrit. Les autrices, c'est Béatrice Cascales et Laetitia Négrier, ou l'inverse, pardon, j'inverse toujours le prénom et le nom. Mais en gros, c'est pour comprendre comment était perçu l'accouchement avant notre ère de surmédicalisation, comment on a basculé à cette médicalisation systématique de l'accouchement, pourquoi, et ça permet vraiment de prendre un recul sur tout ce que nous demande le système. Parce qu'aujourd'hui, quand on écoute le système, qu'il faut faire 1000 échographies, 1000 prises de sang, qu'il faut se faire déclencher, qu'il faut prendre la péridurale, tout ça, c'est pour pallier à tous les risques imaginables et possibles dans un monde, voilà. Donc quand tu les écoutes aujourd'hui, c'est juste pour pallier à des risques, mais la vérité, c'est pas tout à fait ça. Lisez ce livre, il est brillant. Ensuite, le deuxième livre que je recommande tout le temps, c'est la BD, c'est La naissance en BD. Découvrez vos super pouvoirs de Lucille Gomez, il y a 3 tomes. Moi, j'ai surtout lu le premier qui m'a énormément aidée, que j'ai trouvé vraiment génial, c'est hyper bien fait. Elle explique vraiment ce qui se passe dans le corps. Donc l'ocytocine, les hormones, les contractions, la peur, elle en parle aussi. C'est un livre qui est absolument passionnant. Vous allez aussi avoir envie d'acheter le 2e tome. Et le 3e tome, je crois que c'est pour parler plutôt de postpartum, donc d'après l'accouchement, que je n'ai pas acheté, mais qui est sûrement génial. Le 3e livre que je vous recommande, c'est Bébé est un mammifère, de Michel Audin, qui est un obstétricien défenseur de l'accouchement physiologique et naturel. Donc c'est un obstétricien qui dit « il ne faut pas toucher une femme qui accouche. Il ne faut pas la toucher. Il ne faut pas mettre de péridurale, il ne faut pas déclencher, il ne faut pas faire d'épisio, il faut lui foutre la paix. » Ce qu'il dit est absolument passionnant. C'est un tout petit livre, vraiment super. Et le 4e livre que je vous recommande, c'est Naissance naturelle de Ina May Gaskin, qui est un livre divisé en 2 parties. La première partie, c'est pareil, c'est un rappel de la physiologie, de comment ça se passe, un accouchement, le corps, la grossesse, etc. Et la deuxième partie, ce sont des récits d'accouchements qui se sont passés donc at the farm, l'endroit où Ina May Gaskin, qui est une sage-femme américaine, accueille des personnes qui viennent pour accoucher. C'est comme un peu une maison de naissance. Et elle raconte, et il y a plein de récits d'accouchement qui se passent bien, et ça, je vous en reparlerai juste après. 4 livres pour bien s'éduquer. Après, si vous voulez aller plus loin, c'est intéressant d'apprendre à lire les études, mais ça, c'est pas simple. C'est vraiment pas facile. Je prévois aussi de faire une vidéo là-dessus, d'apprendre à lire des études, pour comprendre qu'une étude, c'est forcément biaisé, et c'est ok en fait, mais il faut juste le comprendre, et que c'est pas parce qu'une étude dit que la péridurale n'augmente pas les taux de césarienne qu'il faut prendre au pied de la lettre cette étude-là, parce qu'il y a d'autres études qui prouvent que la péridurale ralentit le travail et augmente le nombre de césariennes, et il y a toute une question de biais, de contexte dont on n'a pas les informations, etc., etc. Mon 3e conseil, c'est de comprendre la différence entre les différents niveaux de maternité. Il y a plusieurs options quand vous voulez accoucher en France. Donc il y a l'accouchement à la maison, seul, sans assistance médicale. Ça, on ne sait pas que c'est une option, mais c'est une option que je recommande, mais ça peut être le sujet d'une autre vidéo. Vous pouvez aussi accoucher chez vous accompagné d'une sage-femme, ça s'appelle un AAD. Vous pouvez accoucher en maison de naissance, donc ça, il y en a très très peu en France parce que les gynécos, ils aiment pas trop ces trucs-là et il n'y a pas de subvention de l'État pour aider ce type de structure à ouvrir, alors que c'est un lieu qui est vraiment pas mal. Il y a les plateaux techniques, donc ça, ce sont des espaces qui sont dans des hôpitaux, qui sont mis à la disposition de sages-femmes libérales pour qu'elles accompagnent des personnes qui souhaitent accoucher de manière physiologique, mais pas chez elles. Et ensuite, il y a la maternité, l'hôpital. Il y a des hôpitaux, il y a des cliniques, privées, publiques, ça ce sont des choses différentes, mais il y a surtout des niveaux de maternité. Il y a les maternités de niveau 1, niveau 2, niveau 3. On a tendance à penser que les maternités de niveau 3, ce sont les maternités les plus sécuritaires. Parce que maternité de niveau 3, ça veut dire qu'il y a tout l'équipement possible et imaginable pour pallier à
toutes les problématiques. Donc un bébé qui est en grande détresse, une mère qui est en énorme problématique, autre que simplement une hémorragie du postpartum, ou voilà. Et en fait, on a tendance à se dire, je vais aller accoucher en maternité de niveau 3 parce qu'ils sont équipés pour toutes les problématiques, donc en allant là-bas, je sais que je ne mourrai pas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les maternités de niveau 3, ce sont des maternités qui ont l'habitude de voir le pire. Quand il y a des grossesses pathologiques, quand il y a des personnes qui ont des gros problèmes de santé et qui sont enceintes, elles vont accoucher dans des maternités de niveau 3. Quand il y a des bébés dont on a détecté des malformations cardiaques, des choses graves, lourdes, ce sont des personnes qu'on envoie accoucher en maternité de niveau 3 parce que ce sont des maternités qui sont équipées pour pallier à ça et pour peut-être pouvoir opérer ce bébé dès qu'il va naître, enfin voilà. Ce sont des maternités qui sont habituées à voir le pire. Et généralement, quand il s'agit de s'attendre au pire, il y a des protocoles qui sont très stricts. Donc il y a généralement des déclenchements, généralement 100% du temps peut-être même des péridurales, des épisiotomies, enfin il y a beaucoup de médicalisation, beaucoup d'instrumentalisation parce que ce sont des grossesses et des accouchements qui sont dits à gros risque. Et je sais pas si c'est tout le temps vraiment le cas, mais il y a des fois où c'est vraiment le cas. Je pense que c'est abusif et que plein de fois ce serait pas du tout nécessaire. Le fait est que quand toi tu as une grossesse parfaitement normale et que tu voudrais accoucher normalement, quoi, voilà, par voie basse, non, pas trop d'épisiotomie, pas trop de forceps, juste, voilà, sans même te poser la question péridurale, pas péridurale, déclenchement, pas déclenchement. Une maternité de niveau 3, c'est une maternité qui se prépare au pire, et qui voit le pire, partout, en fait. Parce que voilà, en fait, c'est leur quotidien, donc toi, t'arrives avec ta grossesse normale, il n'y a pas forcément de distinguo qui est fait. Si tu te dis que tu as envie d'un accouchement normal, mais que tu veux absolument accoucher à l'hôpital, mieux vaut que tu ailles en maternité de niveau 1, parce que elles sont équipées. Tu vois, si toi, ta peur, c'est l'hémorragie du postpartum, ou c'est devoir faire une réanimation à bébé, je sais pas quoi, les maternités de niveau 1, elles sont équipées pour ça. Enfin, il n'y a pas de souci. En maternité de niveau 1, tu peux avoir une césarienne si besoin, enfin, voilà. Bon, après, est-ce que accoucher en maternité, même de niveau 1, c'est une bonne idée quand tu as une grossesse parfaitement normale et physiologique? Je ne pense pas, mais c'est pareil, vous pouvez écouter mes podcasts ou alors si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, dites-le moi en commentaire et je le ferai avec plaisir. Donc bien comprendre quand vous êtes enceinte, les différentes options qui existent et les différences entre les niveaux de maternité. Et bien comprendre que accoucher en maternité de niveau 3, ça ne vous garantit pas un accouchement qui va bien se passer, loin de là. Parce que ce qui crée des problématiques dans l'immense majorité des accouchements normaux, ce sont les protocoles qui obligent les déclenchements, l'ocytocine de synthèse, etc. Et les protocoles, quand tu es dans une maternité de niveau 3, c'est les pires. Le 4e conseil pour bien vous préparer à votre accouchement pendant votre grossesse, et je passe du tu au vous, c'est cadeau, on va faire un tout petit peu de psychologie, vraiment pas beaucoup, mais juste pour comprendre ce que c'est qu'un consentement éclairé. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. En gros, l'idée, c'est de se dire que quand on est enceinte, quand on est en train d'accoucher, s'offrent à nous des choix. Est-ce que j'ai envie qu'on me fasse un toucher vaginal là maintenant ? Est-ce que j'ai envie qu'on me déclenche ou pas ? Est-ce que j'ai envie de faire cette échographie ou pas ? Est-ce que j'ai envie de X, Y, Z ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que donner un consentement libre et éclairé, ce n'est pas tout le temps possible. C'est possible quand on a les tenants et les aboutissants de différentes options. Par exemple, quand votre gynécologue, pendant votre grossesse, vous propose un toucher vaginal et que vous répondez oui, sans plus de contexte, c'est pas un consentement libre et éclairé. Pour que votre consentement soit libre et éclairé, vous devez avoir conscience de ce que c'est et de ce qu'implique un toucher vaginal. Donc ça, pour le savoir, il faudrait que le gynécologue vous l'ait dit. Est-ce que le gynécologue, il vous explique, avant de vous proposer ce toucher vaginal, que le toucher vaginal, il a des risques. Il y a des risques de provoquer des saignements, qu'il risque de faire un décollement des membranes, que ce soit conscient ou pas conscient, parce qu'on sait qu'il y a des médecins qui le font sans demander l'accord de la patiente, d'accord ? Donc, faire un toucher vaginal, même si on ne veut pas faire de décollement des membranes, on peut le faire sans faire exprès. Le toucher vaginal, il y a un risque de rupture de la poche des os. Le toucher vaginal, ça augmente le risque de faire une infection. Si le gynécologue vous dit « Est-ce que vous voulez que je vous fasse un toucher vaginal ?» Sachant que... tout ça. Est-ce que votre réponse, ce sera la même que si le gynéco vous dit simplement « Est-ce que vous voulez un toucher vaginal, madame ?» Bon. C'est pareil pendant l'accouchement. C'est même pire pendant l'accouchement. Par exemple, la péridurale. Est-ce que vous voulez la péridurale, madame ? Là, je suis en grande souffrance, donc oui, donnez-moi la péridurale. C'est pas la même chose que, alors madame, vous avez l'option de la péridurale, sachant que la péridurale, il y a des personnes pour qui ça ralentit le travail, donc on est obligé de mettre l'ocytocine de synthèse, sachant que l'ocytocine de synthèse, ça peut provoquer des contractions trop fortes, trop rapprochées, qui peuvent mettre votre bébé en danger. Qui dit oui à ça ? Mais c'est ça la vérité en fait de la péridurale, c'est tout ça. Est-ce qu'on vous explique ça quand on vous fait une péridurale ? Quand on vous propose la péridurale, est-ce qu'on vous dit, madame, est-ce que vous souhaitez la péridurale, sachant que dans un cas sur 4, elle ne fonctionne pas ou mal ? Enfin, voilà, ça,
c'est pouvoir faire un consentement libre et éclairé. Mais quand on est dans un contexte de médicalisation, donner son consentement libre et éclairé, c'est quasiment impossible en fait. Parce qu'il y a une pression du système médical qui ne donne des informations que parcellaires, qui ne donne pas toutes les informations, qui donne les informations qui l'arrangent bien souvent. Donc c'est important de comprendre ça. Ça va avec mon conseil juste avant, pour pouvoir donner votre consentement libre et éclairé, il faut que vous ayez aussi fait vos propres recherches. Parce que le système médical, les soignants, les soignantes, ils vont vous donner des informations qui sont biaisées parce que ce sont leurs informations à eux, mais vous avez peut-être d'autres informations et elles ne sont pas moins valables en fait. Donc comprendre ce que c'est qu'un consentement libre et éclairé. Et comprendre que dans un contexte de médicalisation, c'est assez difficile de vraiment pouvoir prendre des décisions. Mon 5e conseil, c'est de préparer le coparent. Donc le père, si vous êtes dans un couple lesbien, la deuxième mère, si vous êtes solo et que vous accouchez avec une sœur, une amie, une mère, une doula, préparez cette personne. Oui, je sais, votre charge mentale, elle est déjà gigantesque et vous n'avez pas envie de vous rajouter ça, je le comprends. Pour autant, la société dans laquelle on est fait que ça reste nécessaire. Cette préparation du coparent, elle est importante parce que ça va être le garant, et c'est une grosse responsabilité, mais ça va être le garant de votre intégrité physique. Combien de personnes m'ont raconté ça pendant leur accouchement, et moi y compris, le père qui était là, ou le coparent, a vraiment pu faire barrage de son corps, ou avec sa voix, et de dire « Attention, qu'est-ce qui est en train de se passer ?» quand une personne de l'équipe médicale allait procéder à un acte sans demander le consentement de la personne qui est en train d'accoucher, etc., etc. D'autant plus si vous avez un souhait d'accouchement physiologique, le coparent, il faut qu'il soit préparé à ça. Il faut qu'il soit préparé à la phase de désespérance par laquelle vous allez peut-être passer. C'est-à-dire, en toute fin d'accouchement, en toute fin de dilatation du col, on peut avoir cette impression qu'on va mourir, qu'on va pas y arriver, que c'est horrible, que le bébé est en train de mourir, qu'on est en train de mourir, que c'est l'enfer, que Vous avez juste besoin de quelqu'un pour vous rassurer. Et si vous êtes en train de hurler, de dire qu'on va mourir et que la personne en face de vous, elle n'est pas préparée à ça, elle va se dire « Oh, il se passe quelque chose, au secours, au secours, au secours, il faut sauver ma femme !» Alors que pas du tout. Pas du tout, vous êtes juste en train de traverser la phase de désespérance, qui est une phase pendant laquelle on a l'impression qu'on perd pied. Et c'est une phase qui est complètement normale. Ça veut juste dire qu'on arrive à dilatation complète et que bébé est tout proche d'arriver. Donc il faut que le coparent soit bien au courant de ça, qu'il le comprenne pour pouvoir vous épauler au mieux. Et vous dire « Oui ma chérie, t'inquiète pas, tout va bien, t'es en train de le faire, oui t'as mal, c'est normal, ton bébé il arrive. » Et le coparent il verra bien dans votre regard que c'est tout ce dont vous aviez besoin et que personne n'est en train de mourir et que tout va bien. Mon 6e conseil, pour vous préparer au mieux pendant votre grossesse, pour votre accouchement, il faut vous nourrir de récits positifs d'accouchement. Donc on demande à votre vieille tante ou à votre copine qui ont subi des accouchements traumatiques, on ne veut pas les entendre, ces histoires-là. Pas maintenant, pas quand on est enceinte. On pourra en discuter plus tard. Mais là, vous êtes enceinte, vous avez besoin de vous nourrir de positif. Donc, lisez Naissance naturelle de Ina May Gaskin. Il y a quelques récits qui sont super, qui font du bien. Vous pouvez écouter des récits, si vous parlez anglais, écoutez le podcast Free Birth Society. Donc, que des histoires de personnes qui ont accouché seules, je vais vous lier ça avec le dernier conseil. Mais voilà, d'enfantements qui se sont bien passés et de personnes qui ont enfanté en pleine puissance pour que vous voyez que c'est possible et que vous vous nourrissiez comme ça de positif et d'enfantements qui se passent juste bien. Et il y a mon podcast aussi, L'Ovaire du décor. Mon but avec ce podcast, c'est vraiment de créer un espace pour les personnes enceintes, qu'elles puissent se nourrir de récits positifs et qu'elles puissent comprendre que c'est aussi à leur portée et que tout ira bien. Donc mon podcast, voilà, L'Ovaire du décor, c'est gratuit, Spotify, Deezer, Apple Podcast et toutes les plateformes d'ailleurs d'écoute. Ça me mène donc à mon 7e et dernier conseil, qui peut paraître un peu bizarre, mais je vous assure qu'il est important. Préparez-vous à accoucher seul. D'abord parce que ça va peut-être vous arriver. Vous savez pas en fait. Ça se trouve, vous voulez absolument accoucher à l'hôpital et vous faites bien ce que vous voulez. Mais si ça se trouve, en fait, votre bébé, il va naître en 5 minutes. Ça arrive. Je connais des personnes qui ont accouché comme ça en 5 minutes. Si t'es pas préparé à ça, tu flippes, t'as l'impression que toi tu vas mourir, que ton bébé va mourir, tu penses que si t'es pas à l'hôpital, il y a rien qui va aller et que vous êtes en danger, etc. Il faut te préparer à accoucher seul, à cette éventualité-là, et à bien comprendre que tout va bien se passer. Même si tu accouches seul, accoucher ce n'est pas quelque chose de dangereux, je te l'assure. Pour te préparer à ça, écoute aussi mon podcast L'Ovaire du décor, je parle beaucoup de tout ça. Il est vraiment super. Oui, c'est mon bébé, mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est la vérité. Donc, d'abord te préparer
à accoucher toute seule parce que ça pourrait t'arriver quand bien même tu ne le veux pas. Et parce qu'effectivement, ça peut arriver ça. Il y a un épisode de Bliss, notamment de Tiffen et Sego, je ne sais pas si vous vous souvenez, où Clémentine reçoit donc la personne qui a accouché et la médecin urgentiste qui était au téléphone, qui accompagnait l'accouchement. Et donc voilà, ça peut arriver en fait qu'on accouche toute seule. Et donc typiquement, donc cette mère accouche son bébé et je crois, il me semble me souvenir que son bébé il respire pas tout de suite. Et en fait c'est normal que bébé il respire pas tout de suite, mais c'est bien si toi t'as conscience de ça et que tu t'y es préparé. Et en fait il y a un truc qui est très simple à faire, hein. Donc t'as le trou de la bouche de ton bébé et puis le nez de ton bébé, tu mets ta bouche là et tu aspires toutes les sécrétions qu'il peut y avoir dans les voies respiratoires de ton bébé et c'est tout en fait. Et ton bébé il va respirer. Et il n'y a pas besoin de mettre des machines sur ton bébé, je te jure. À l'hôpital, il n'y a pas besoin de tout ça. C'est Bénédicte aussi qui raconte ça à mon micro dans l'Auvers du décor. Mais elle raconte ça aussi, que ces bébés, ils ont eu du mal à respirer au début et donc il y avait besoin de les aspirer. Et c'est là que je lui dis, tu sais, tu peux aussi le faire toute seule. On a une bouche qui est faite pour ça, enfin vraiment. Et elle me dit, oui, mais je sais pas si j'en serais capable parce que sur le moment, l'angoisse et tout. Et ça, c'est un conditionnement. On nous conditionne toute notre vie à penser qu'on n'est pas capable. Donc ça, il faut le comprendre pour que si demain, t'accouches toute seule, même si c'était pas ta volonté et que ton bébé, il a du mal à respirer, bah t'aspires juste et c'est tout. Et tout le monde ira très bien. Donc c'est aussi vraiment pour des questions de sécurité. Prépare-toi à accoucher toute seule. Et j'avoue, si tu te prépares à accoucher toute seule, il y a peut-être un moment donné où tu vas te dire est-ce que j'ai vraiment envie d'accoucher à l'hôpital ? Et peut-être que tu vas cheminer. Et peut-être qu'au final, tu vas décider d'accoucher chez toi. Et peut-être que tu échapperas au traumatisme de l'hôpital. Et je sais, ça peut choquer que je dise ça. Mais moi, je peux plus, en fait, écouter des personnes qui me racontent leur accouchement traumatique sans rien faire. Je peux plus. Donc, évidemment que je suis la plus heureuse de pouvoir aider ces personnes et de leur apporter mon écoute et mon soutien et de leur dire que rien n'est de leur faute. Mais en revanche, je peux pas faire que ça. Et je pense que mon job aussi, c'est de prévenir de ça. Quand tu décides d'aller accoucher à l'hôpital, de mettre les pieds dans le système, c'est prendre des risques. Et moi, je veux juste que tu aies conscience de ça. Si tu as conscience de ça et que tu fais tes choix en conscience, ça me va très bien. Mais trop de personnes n'ont pas conscience de ça. Et oui, peut-être qu'à la fin, tu vas te dire, peut-être qu'en fait, je vais accoucher seule chez moi et que ça va être génial. Et je te garantis que ça va l'être. Voilà, pour ces 7 conseils. Je voudrais dire quelque chose quand même d'important pour finir cette vidéo. Tu peux accoucher chez toi sans assistance médicale et sans personne, sans absolument personne. Tu peux avoir ton conjoint, le père de l'enfant s'il est là, une mère, une sœur, une amie. Tu peux être complètement seule, tout ira bien aussi. Moi, j'aime bien l'idée d'avoir une personne soutenante quand même, parce que ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui est là pour te soutenir. Ça peut être une doula. Renseignez-vous pour trouver des doulas qui sont OK pour vous accompagner dans ce type de projet. Elles ne le sont pas toutes, parce que il y a aussi une chasse aux sorcières envers les doulas. Moi, je propose ça. Je propose surtout des accompagnements à distance, donc pendant la grossesse, mais aussi pendant l'accouchement. J'ai déjà apporté de l'aide à plusieurs mamans qui accouchaient et qui m'ont contacté par message pendant la nuit en me disant « je vais jamais y arriver, c'est horrible, je vais demander la péridurale, j'y arrive plus. » Et en fait, elles avaient simplement besoin qu'on échange par message, que je leur dise « non, tout va bien. Je te garantis que tout va bien. Je te garantis que tu es en sécurité et je te garantis que tes contractions, elles sont parfaitement normales et que ton bébé, il arrive. » Et ces personnes, elles ont accouché comme elles le souhaitaient, sans péridurale, et tout s'est parfaitement bien passé. C'est simplement qu'elles traversaient la phase de désespérance et qu'elles étaient démunies, en fait, ce qui est complètement normal. Donc, simplement pour dire, moi aussi, je propose ce type d'accompagnement à distance si c'est quelque chose que vous avez envie d'envisager. C'est tout à fait possible. Vous pouvez me contacter en commentaire ou en venant me voir en message privé sur les réseaux sociaux, je vous répondrai. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous, faites-vous confiance, et je vous dis à très vite.